Coucou, me voici à nouveau parmi vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet très spécial. À la limite, si vous ne m'entendez pas bien et que vous vous fiez seulement au titre de l'article, vous pourrez penser que je vais vous amener à être méfiant, à vous méfier de votre amoureux, de votre amoureuse, de votre enfant bien-aimé, de votre meilleur ami, ami E ou ami I. Mais en écoutant attentivement cette conférence, vous allez pouvoir vraiment saisir là où je veux en venir, puisqu'on dit « un homme averti en vaut deux » et je rajoute « une femme aussi ». Je rappelle, pour vous permettre de mieux entrer dans cette vidéo, soit tout de suite, soit en seconde écoute, que nous avons fait déjà dans notre petit groupe plusieurs vidéos sur ce qu'on appelle les SPPA ou les sous-personnalités psychoactives, qui sont des personnages d'énergie dont nous sommes tous porteurs. Et ces personnages d'énergie peuvent être attrapés main dans le sac jusque dans la réalité matérielle en pleine action. Juste à titre de rappel, ces personnages ont plusieurs niveaux de conscience. Certains peuvent être très grands, magnifiques, lumineux. D'autres peuvent être immatures, mauvais et vraiment inadmissibles presque, honteux. Ces personnages intérieurs, donc nous les avons baptisés les SPPA ou les sous-personnalités psychoactives. C'est quand vous entrez dans cette vision d'une humanité qui n'est pas constituée d'un bloc de personnes, mais de plusieurs facettes qui ont chacune une mission à réaliser, que vous pourrez entendre et concevoir que chaque facette de vous a son niveau de conscience et donc peut tout à fait vivre de manière complémentaire avec d'autres à l'intérieur de vous ou vivre à l'écart, voire même saboter et orienter les énergies vers elles lorsqu'elles sont dans des états d'insécurité qui causent la comparaison, les compétitions et qui justement sont des facteurs de division et de séparation. Parlons déjà d'amoureux. Mon amoureux ou votre amoureuse, si vous êtes un monsieur. Dans cette vision qu'on est des blocs de personnes, moi et vous, toute femme ou tout homme, est convaincu normalement que son amoureux ou son amoureuse l'aime entièrement, lui est fidèle entièrement, apporte tout sur le plateau entièrement. Eh bien, messieurs, dames, c'est faux et archi faux. Je vais vous amener quelques exemples de cas que j'ai vus en stage, en formation ou en session privée. C'est le cas d'un couple d'amoureux, mais vraiment dans leurs amants. Waouh, il n'y a pas plus amoureux. Ils sont fusionnels, ils passent le temps à se pincer, à faire des petits roucoulements très agréables et on les surprend souvent, l'un comme l'autre ayant une main déplacée. Vous voyez, c'est vraiment un couple très amoureux. Et pourtant, quand le monsieur allait chez ses amis, vu qu'il était en pénurie, il se présentait toujours en enseignant et en meilleur enseignant. Et en ce moment-là, non seulement il ne faisait pas de place du tout à madame, qui en savait quand même aussi un long chapitre sur la sagesse, mais il s'arrangeait pour lui clouer sans cesse le bec. Donc, dans cette facette d'enseignant compétitif, ce monsieur, en fait, prive son côté mari ou amant de la complicité
d'un enseignant qui pourrait aussi marcher main dans la main à l'intérieur de leur couple. Et du coup, madame regardait monsieur avec haine. Et quand monsieur prenait la parole devant l'assistance, madame faisait toutes sortes de petits gestes pour le saboter. Évidemment, elle n'en était pas consciente. Et l'assistance non plus d'ailleurs. Et si on disait ça à des bonnes gens comme on dit, il y a des gens qui réfuteraient ce que je dis à 100% parce que ça fait peur d'être dans une vie de couple amoureuse et où l'on a des facettes qui se sabotent. Ce monsieur aussi, par ailleurs, comme il était encore, il vivait dans la pauvreté presque, parce qu'il n'avait pas le succès, il n'était pas suivi par plusieurs ouailles, il n'avait pas beaucoup de fans, d'admirateurs, et donc quand il enseignait, il y avait quelques petits groupes de personnes, moins de 10 souvent, qui l'écoutaient. Donc, dans son homme d'affaires, il vivait dans la pénurie. Et vous savez quoi? Dès qu'il s'agissait d'aller vers des personnes aisées, pouvant éventuellement aider, pouvant être des mécènes, dès qu'il s'agissait de parler de soi en vue d'attirer la générosité du monde, eh bien le monsieur parlait à lui tout seul et ne permettait jamais à sa femme d'exister. Et sa femme, alors qu'elle avait la possibilité d'attirer des donateurs, parce qu'elle avait beaucoup de cœur et elle avait une vibration qui était plus apaisante, une vibration rassurante, qui aurait pu leur attirer aux deux l'abondance matérielle, eh bien cette femme, comme elle était obligée de se taire, le monsieur allait tout le temps de l'avant, avec une jalousie féroce, une possessivité de la situation qui rendait leur vie vraiment en pénurie. Et même quand il amenait sa femme, cette amoureuse, dans sa famille, il ne la présentait pas vraiment à ses frères ou à ses sœurs ou à ses parents qui avaient les moyens financiers, mais qui l'avaient déjà abandonné lui depuis belle lurette, parce qu'il y avait des mésententes dans la famille. Mais au lieu de faire la place à la femme, cet homme était s'accrocher, que soit ça passe par lui ou ça passe par personne. Et vous trouvez que c'est une vie de couple d'amoureux, ce que je suis en train de décrire là. Bien sûr, je ne vous inspire pas à juger ou abandonner, parce que vous allez jeter le bébé avec l'eau du bain. Cet homme a quand même un enseignant merveilleux. Cet homme a quand même un côté amant, mais vraiment fabuleux, admirable. Et toutes les femmes rêveraient d'avoir un amoureux comme ça. Mais malheureusement, ils ne s'entendent pas. Et donc, en quelque sorte, c'est comme si le couple vivait quand même avec des parties qui sont des véritables ennemis. J'amène un autre exemple. C'est l'histoire d'un enfant. Un enfant qui adore ses parents. Un enfant, mais vraiment un enfant en plus très gentil, serviable, adorable. Donc en tant qu'enfant de ses parents, cet enfant était extraordinaire, d'une bonté folle. Quand il regardait ses parents ou quand il parlait de ses parents à ses amis, aux voisins, c'était dans des termes très élogieux et qui pouvaient rendre jaloux des parents qui n'ont pas d'enfants, qui parlent d'eux dans ces termes extraordinaires, épanouissants, encourageants. Mais cet enfant se révèle en grandissant comme étant possessif de ses amis. Dès qu'il y avait des amis, il ne voulait jamais les présenter à ses parents. Parce qu'au fond de lui-même, il y a une espèce de peur très profonde, viscérale, qui vient d'une mémoire sûrement de vies antérieures, qui le rendait méfiant. Ne présente pas à tes parents parce que tes parents, comme ils ont beaucoup de choses, beaucoup de qualités comme tu le sais, tes amis vont les admirer et vont t'oublier.
Alors que si tes amis savent que tu as des si bons parents, ils viendront quand même à toi, mais sans aller vers tes parents en question. Et cet enfant faisait tout pour empêcher les amis, au point même des fois de faire des révélations archi fausses lorsque les parents avaient le dos tourné. Et cet enfant disait même que les parents, alors qu'ils étaient gentils, par moments ils déraillaient et en ce moment-là, ils étaient intenables et ils l'enfermaient dans le sous-sol alors que c'était une pure invention. Et ce n'est pas seulement aux parents que cet enfant ne présentait pas ses amis, mais à ses frères et sœurs également. Donc il avait une vie comme ça, secrète. Un pan de sa vie est une propriété privée. Et cet enfant avait également un autre personnage qui était véritablement malade. Cet enfant, en fait, avait des dons de thérapeute, des dons qu'on lui a reconnus depuis très tôt. Mais là, par contre, comme il avait honte de ses dons de thérapeute, il ne parlait pas de ça à ses propres amis bien-aimés. Alors même que des fois, ses propres amis étaient dans des conditions de douleur intenables, cet enfant fermait terriblement son côté thérapeute à l'intérieur de lui-même parce qu'il en avait honte, parce qu'il en avait peur. En revanche, cet enfant, comme il voulait avoir du pouvoir sur ses parents, n'arrêtait pas de montrer à ses parents combien ils étaient malades, combien ils avaient besoin d'aide, combien ils n'avaient pas fait ce chemin-là, combien ils n'étaient pas sensibles. Et du coup, en tant que thérapeute, il est devenu très tyrannique, presque aussi désagréable, mauvais même avec ses parents, comme dans sa partie amie possessive. Comment pensez-vous qu'une famille comme ça peut-elle se développer? Une famille qui vit avec des pans que l'on partage ensemble et des pans que l'on garde secrètement pour soi. Une famille composée de toutes sortes de parties et dont de parties qui vivent isolées, qui sont méfiantes, qui n'arrêtent pas d'être suspicieuses avec les membres de sa famille. Est-ce qu'on peut dire en ce moment-là qu'on vit en amis ou qu'on vit quand même avec des ennemis? Qu'il y a ainsi des territoires où l'on est amis, où l'on partage, et des territoires où l'on est entre ennemis. Attention à vos relations, parce que ce n'est pas se méfier, mais c'est pour pouvoir trouver les facettes de l'autre, de votre bien-aimé, amoureux, enfant, ami, frère ou sœur, qui ont besoin de votre aide. C'est ça l'idée. Je peux encore vous amener un exemple. Nous sommes des conférenciers. Il nous arrive souvent d'être invités par des organisateurs et des organisateurs qui nous adorent. Ils ont lu nos livres, ils ont suivi même nos thérapies, ils sont fascinés par nos méthodes de guérison. Mais souvent, il y a des organisateurs qui ne se sont pas réalisés dans leur côté enseignant. Et en ce moment-là, c'est arrivé plusieurs fois que l'organisateur vous accueille, mais au moment de vous présenter au public, dérape sur un mot ou un autre ou fait de l'humour. Et dans ce genre d'humour, vous n'êtes jamais lumineux. Les gens rient de vous. Ça baisse votre énergie parce que votre organisateur a envie de prendre votre place. Et si l'organisateur n'a pas de vie de couple réussie, c'est déjà arrivé, j'en ai vu, la facette d'amante ou d'amant sera en plus jalouse de votre côté amant ou amante si vous êtes en couple
et que vous semblez non seulement être aimé en tant qu'enseignant, mais avoir une compagne ou un compagnon qui vous court après, qui vous lèche les doigts, qui vous dévore des yeux. Est-ce qu'on peut en vouloir à ces personnes? Non, parce que humainement parlant, on les comprend. Mais comment les sortir de là? Comment les aider? Si on leur montre trop brutalement qu'ils ont des facettes ennemies, trop de flash dans les yeux risque de les faire réagir. Mais si vous ne dites jamais rien, la relation va aussi mourir à petit feu. Et c'est dommage, parce qu'au fond, vous vous entendez très bien en tant qu'organisateur et enseignant, entre même amis, entre même frères et sœurs de l'humanité, entre même, on va dire, hommes ou femmes d'affaires, puisque vous parvenez à vous entendre en partageant les finances de manière très équilibrée, rien à redire. Eh bien, pour nous, dans notre enseignement, dans notre groupe, c'est le moment de se rappeler que nous sommes composés de plusieurs facettes et déjà de vous présenter à ces personnes avec vos propres personnages qui sont encore inférieurs, qui sont encore immatures. Et c'est à force d'exemples sur vous que vous allez ouvrir petit à petit le monde de l'autre et que l'autre peut avoir une chance de pouvoir s'abandonner pour pouvoir vous livrer l'une ou l'autre de ces facettes. Donc, quand je dis attention, votre amoureux n'est pas tant que ça entièrement amoureux, ou votre enfant ne vous aime pas tant que ça, ou vos parents ne vous aiment pas tant que ça. Le but n'est pas de vous rendre méfiant, ni de vous rendre mauvais, mais de sortir de vous votre côté thérapeute, votre côté chaman, et lui doter d'outils de communication merveilleuses, parce que nous en proposons dans la présentation de ces personnages intérieurs, mais bien d'autres personnes aujourd'hui dans notre société présentent toutes sortes de façons d'apprendre à s'exprimer, de guérir de ses blessures et de pouvoir tendre la perche à ceux qui en ont besoin pour qu'ils puissent eux aussi se guérir. Je vous aime, je nous aime tellement. Je suis absolument passionnée parce que mon rêve, c'est de fondre avec vous, avec chacun de vous, dans un monde d'unité, dans un monde où chacun de nous va pouvoir être vrai avec lui-même, être vrai avec l'autre. Parce que si nous ne pouvons pas présenter certaines de nos facettes malades, immatures, encore associables, non seulement à nous-mêmes, à nos facettes les plus grandes, comment pourrions-nous parvenir à le présenter aux autres? Et si nous ne pouvons pas présenter nos facettes les plus immatures, les plus malades, les plus déséquilibrées, à quiconque à l'extérieur, amis, frères, thérapeutes, chamans, collègues, à qui allez-vous les présenter? Comment allez-vous pouvoir les guérir? Alors, courage, main dans la main tous, avançons dans toujours plus de lumière, de considération de toutes les facettes, respectueusement, avançons dans l'amour concret, dans le divin amour qui consiste à se montrer dans tout ce que l'on est pour que nous puissions avoir la chance de soigner, de guérir ceux qui en ont besoin et avoir la chance d'être soignés et d'être guéris par tous ceux qui ont des outils merveilleux. Merci de votre attention. À bientôt.